Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois la poète Marie-Hélène Gay, derrière le podcast Le Temps des Monstres avec Philippe Signa. Allez écouter ça, devenez membre de leur projet. Super intéressant, super recherché aussi. Puis c'est drôle que Marie-Hélène, elle dit, faut que je prépare quelque chose, tout ça. Je suis comme, hey, c'est pas le même projet. On parle avec des feelings, là. On peut dire plein d'affaires, mais là, je suis venu ici, puis c'est super le fun. On a parlé, bien sûr, de logement, on a parlé de féminisme, on a parlé aussi de Québec solidaire. Il est là. Eh bien. Oui. OK. N'oubliez pas non plus que le 18 juin, le podcast sera live devant public dans le cadre du festival Minifest au Cube à 19h30. Les billets sont en vente dans ma bio ou dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, j'aimerais remercier mon commanditaire, Eros et compagnie, depuis le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Oui. On va aller manger nos cannes ensemble. C'est fou que mes cannes, à moi, coûtent moins cher que les cannes du chat. Ouais. Une canne de thon pour papa, une canne de Fancy Feast pour le chat, canne de thon 1,69, Fancy Feast 1,89. Hein, depuis que papa est artiste, là, on mange la même chose. Bon, OK. Mais hey, on n'a pas été rénovicté. Au moins, il y a ça, parce que moi, je peux survivre dans la rue. Pas lui. C'est pas un genre, c'est pas un chat de ruelle, pantoute, ça, là. C'est un fancy cat. Marie-Hélène Gay, ça va bien? Salut Max. Et oui, réclamé au podcast, fait longtemps, mais là, Phil est venu, on voulait attendre un peu, on voulait comme pas que tu passes après, tout ça. Je vais me plugger des affaires tout de suite. Podcast Le Temps des Monstres. Si t'es fan du podcast Max Richard Show, chanson que t'es fan du Temps des Monstres. T'écris pour le Rover. Oui. Aussi. T'es-tu une des seules qui écrit français pour le Rover? Une des seules. Je pense que Chris a fait traduire. Ah, tu veux dire. Comme, genre, je pense que oui. Ouais, hein? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on veut développer ça davantage au Rover, là, c'est vraiment nice. Ouais. Moi, Marie-Hélène, je t'ai connue. C'est quoi notre première interaction? C'est-tu parce que j'avais invité Phil au podcast? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Puis t'étais comme. C'était vraiment drôle parce qu'il a fallu que je te calme avec ça. Là. Ouais. T'étais comme. Je peux pas croire qu'il a dit oui. Puis j'étais comme. Ben. Moi, c'est l'affaire de... je suis dans ma petite affaire, moi, là. On dirait que j'ai ma petite niche, puis tout. Puis on dirait comme... Pourquoi que quelqu'un d'autre plus big que moi dirait... Ou même Guillaume Wagner, même chose. Je savais que t'allais dire ça. Comme, invite-les. Je suis comme, me connais pas, vraiment, ça va... Finalement, j'écris... Puis le monde sont polis, finalement. Mais parce que t'es de gauche, puis t'es smart, puis genre, il y a aucune... Tu devrais avoir, comme... tout le respect que tu mérites pour ton projet, genre. Mais moi, dis une affaire, par exemple. Dis-moi une affaire. Tu sais, tu dis que je suis de gauche. Ouais. Puis on dirait que c'est naturel pour moi de l'être parce que je suis comme conscient de ma situation. Je sais comme pourquoi je serais de l'autre bord, tabarnak, c'est comme c'est un non-sens. Mm-hmm. Mais on dirait que j'ai peur d'être imposteur des fois. Ah avec ouais? des gens plus érudits que moi au niveau de la gauche, mettons. Moi, je peux me pogner avec du monde de droite toute la journée. Je reçois des mises en demeure, des menaces qu'on va venir à ton show. Ça me fait plaisir, ça m'allume. Mais j'ai peur de me pogner avec des gauchistes parce qu'on dirait qu'il me manque peut-être de théorie. Il me manque peut-être de savoir. Puis l'affaire, puis c'est Le Temps des Monstres, ça vient de Gramsci, right, d'Antonio Gramsci. Ouais. Moi, Gramsci, là, ma seule exposition que j'ai lu ses livres de prison à un moment donné, là, mais c'est un prof à l'université. Puis moi, à l'université, j'étais imposteur en tabarnak, là, parce que moi, j'ai pas fait de cégep, rien de ça. J'arrivais à l'université. En quoi? En politique, okay. en Sciences Po. Puis le premier cours que j'ai, genre, le prof, il arrive en avant, il dit « Bon, tout le monde a lu Kant. » Moi, je suis comme « Hein? De quoi tu fucking parles? Je suis franco-ontarien, j'ai aucune idée, que j'ai pas eu de philo, rien de ça. » Fait que je me sentais quand même imposteur à l'université. Je pensais jamais y aller, parce que je me fais traiter de cave toute ma vie par mes profs, par mon père, par tout. Je comprends. On peut aller là, la gauche et les parents, c'est... Je me sens un peu épais. Puis il y a un prof, Donald Coccioletta, qui a comme cliqué avec moi, on échangeait souvent, on parlait de politique américaine, tout ça. Ouais. Puis il m'a parlé de l'intellectuel organique. Qui a fait Antonio Gramsci. Ouais, puis il m'a dit de relire Gramsci parce que tu viens de là. Quand tu parles de politique, Max, t'as vu ton père parler de ses jobs à l'usine. T'as vu ton père boss syndical de l'usine quand elle fermait. Ouais. Comme, t'as vécu ces violences-là toi-même. Fait que tu mérites d'en parler. Puis il y a souvent des vidéos qu'on ressemble puis lui, comme quoi que les gens s'empêchent de parler de ces sujets-là parce qu'ils pensent qu'ils ne maîtrisent pas. Mais ton expérience de vie fait en sorte que... Ben,
Tu sais? Juste pour recadrer le truc, moi, je suis pas allée à l'université. OK. J'ai pas de formation. En fait, j'ai un DEP en horticulture du Jardin botanique de Montréal que j'ai fait entre 2012 puis 2014 et une formation en cueillette de produits forestiers non ligneux à Joliette que j'ai faite sur des fins de semaine. Fait que j'ai littéralement un DEP et demi. J'ai pas, comme je te dis, je suis pas allée à l'université, puis je pense que être de gauche, c'est plus un instinct puis un sentiment qu'une formation en soi. En fait, ce n'est pas du tout une formation. Je veux dire, ça se fait naturellement de lire des choses si on s'intéresse aux oppressions systémiques, aux structurelles, au système, aux inégalités sociales. Moi, je pense que t'as pas besoin d'être un académicien de la gauche là, pour aborder ces sujets-là. Puis je pense que c'est bon que ton prof t'ait présenté à Gramsci ou qu'il t'ait fait lire des trucs qui te ressemblent, parce que souvent, on va aller vers des trucs qui sont, mettons, plus difficiles d'accès pour la majorité. Puis là, on se frappe le nez sur le mur, puis on se dit « je comprends rien, je sais pas où commencer ». Mais je pense que ça commence par l'instinct de vouloir participer à quelque chose, tu sais. Ouais, puis c'est-tu moi où ils veulent tellement pas qu'on soit conscient de l'état des choses pour la majorité du monde, que c'est là qu'ils nous murking the water, là, comme genre, c'est la faute des immigrants, c'est la faute des masturbation des femmes, c'est la faute de... Juste pour pas qu'on fasse comme, attends, tabarnak, là. Comme je connais ma réalité, puis c'est pas faute de Ahmed, de que mon père a perdu sa job à PPG quand il a fermé, puis envoyé les jobs ailleurs, là, tu sais. Ben... J'irais pas jusqu'à dire que ça nous est caché ou clos et brouillé volontairement, mais je pense que la propagande de méritocratie a toujours surplombé, mettons, les vraies réalités systémiques qui causent les inégalités ou la précarité économique ou sociale de plusieurs personnes ou la majorité, tu sais. Mettons, on va beaucoup entendre ça, là, c'est la faute des immigrants. Ouais. Mais on entend très peu, c'est la faute de PKP, des riches et de monsieur un tel qui détient comme les moyens de production ou qui... le chat me fait capoter, je l'aime tellement. Je sais, mais c'est parce que j'essaie de travailler, bro. Il est tellement cute, on lui pardonne tout. Tu sais, je pense que on peut s'informer puis en apprendre plus facilement qu'on pense. Tu sais, moi, il y a 2 ans, j'en savais beaucoup moins que j'en sais maintenant. Ouais. Puis il m'en reste énormément à apprendre. Je ne connais que 1 ou 2% de ce que j'ai à connaître, là. As-tu un moment où est-ce que t'as été davantage... Là, on va utiliser le mot radicalisé, là. Comme tu sais, on va le dire pour... Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie que ça a été... où c'est... graduel. Comme pour moi, là, le podcast, initialement, il était politique-ish avec Matt, mais on fumait des battes, on se déguisait, puis on parlait d'actualité, on riait de tout le monde, tu sais, comme... Puis là, je pense que j'ai eu ben des fans que comme, crime, il y a un gars qui fait du talk radio, mais qui est pas plugué avec des vedettes, qui est pas plugué avec rien, puis on s'amuse, puis tout le monde passait au bat. Moi, c'est Gaza. Comme que j'étais comme, comment tu veux pas je parle de ça cette semaine? Ça fait 20 ans que je suis l'histoire, j'étais un fan de Robert Fisk, un journaliste Moyen-Orient, tout ça. Puis comme, j'ai lu leur plan pendant 20 ans et maintenant, ils l'exécutent à vitesse éclair. Puis j'étais comme réveillé. Tu parles d'Israël? Ouais, le plan génocidaire d'Israël qu'ils ont dévoilé il y a 22 ans maintenant, je pense. Oui, exact. Mais moi, j'ai tout lu ces affaires-là au travers des différentes tentatives de tout ça, avec des présidents qui appelaient, qui disaient que t'arrêtes ça maintenant ou peu importe. Reagan, il avait appelé, tout ça. Clinton, il avait appelé. Ils sont tous complices, mais comme, il y avait une limite à ça. Là, il n'y avait pas de limite. Ils sont en train de faire un génocide live. Puis on dirait que, genre, j'ai perdu des fans un peu, que c'est devenu un peu plus sérieux, le podcast. J'étais comme, comment tu veux pas je parle de ça cette semaine, ça arrêtait pas. Moi, c'est ça vraiment qui a changé, où est-ce que je peux plus revenir en arrière et chiller. Y a-tu un moment pour toi dans ta vie, c'était plus tôt que ça, que tu t'es dit this shit is not working, là. Puis t'as arrêté de jouer la game un peu, je sais que tu travaillais en pub. J'ai travaillé un peu. Ah, mon Dieu, ouais. Tu sais, j'ai eu une petite compagnie de produits naturels, là. C'était tout en dessous de la table. J'espère que Revenu Québec n'écoute pas ce podcast, mais tu sais, j'ai travaillé en pub, j'ai fait plein d'affaires. Tu sais, j'ai essayé de trouver ma place vraiment longtemps dans des endroits où j'étais constamment confrontée à ma conflictualité.
Okay. Donc, mon désir de changer les choses de l'intérieur. En pub, je trouvais qu'on était bien trop assujettis aux demandes des clients, puis tu sais, mettons, j'écrivais des slogans, puis on me disait non, pas comme ça. Puis finalement, c'était le client qui écrivait le slogan, puis je comprenais même pas pourquoi j'étais copywriter. Classique. J'ai aussi, tu sais, j'ai toujours été militante. J'ai toujours évolué dans les milieux militants. Je me suis tout le temps identifiée comme anarchiste ou du moins quelqu'un qui ne comprend pas comment on peut continuer d'évoluer dans un système aussi mortifère. Mais je t'avoue que la crise du logement, pour moi, depuis, mettons, 8 ans, là, ça a été un gros wake-up call parce que sans toi, tout le reste peut dégringoler. Absolument. Pour la majorité. Mm-hmm. C'est sûr que, bon, je peux pas nier que sortir avec Philippe Signa, ça te radicalise son homme. Puis tu sais, c'est pas parce que Phil m'influence, mais c'est parce que Phil est extrêmement lucide et sans compromis sur beaucoup de choses. Puis nos discussions m'ont mené à me catégoriser. Okay. De devenir plus... Pas me catégoriser. À devenir plus catégorique sur certains enjeux qui sont pour moi majeurs, là, dans la suite des choses. C'est-à-dire ne plus participer au discours dominant bourgeois dans les médias. Ça m'a aussi fait prendre, comment on dit? Ça m'a fait prendre conscience que j'étais instrumentalisée dans les médias comme une personne de gauche soft, mais dès que je commençais à nommer les structures qui façonnent le discours médiatique, on m'invitait plus, ou on m'invitait à moitié, ou on m'invitait avec des conditions. OK. Par exemple, mon dernier passage à Tout peut arriver à Radio-Canada, je critiquais, je pense, l'album de Damien Robitaille en direct. Personne que j'adore, de grand talent, que je trouve merveilleux. Et on m'avait dit, oublie pas de dire un petit quelque chose qui te déplut. Puis j'étais comme, mais il m'a plu l'album. Tu sais, je chantais qu'on cherchait de la polémique dans le contenu, mais qu'on refusait, mettons, de... comment dire... On refusait que j'arrive là avec qui je suis puis ce que je veux nommer, mais on me demandait d'être edgy pour la télé. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est comme un non-sens. Mais edgy à leur manière. Edgy à leur manière, les grands plateaux, tout ça, de m'asseoir à côté de Jean-Philippe Dion puis de rigoler avec lui alors qu'il y a un génocide en cours puis que la moitié des gens n'arrivent plus à payer leur loyer. Fait que j'ai commencé à me désintéresser de ces endroits-là. Le Devoir, c'est un peu la même chose. Le Devoir, je me suis fait intimider par Martineau. Puis ils m'ont demandé de pas en parler sur les réseaux sociaux. Fait que j'étais comme, OK, fait que moi, je fais de la critique littéraire pour vous. Je vous offre du temps à un tarif très, très bas. Puis sur le côté, je peux pas me défendre d'un oppresseur. Comme, j'ai comme vu toute leur bullshit d'un coup. J'ai plus eu envie d'investir puis d'habiter ces endroits-là. Puis là, c'est là que Chris Curtis du Rover m'a demandé pour faire de la chronique. Puis j'ai dit oui tout de suite. Puis j'ai parti Le Temps des monstres avec Phil. J'ai parti Il est minuit comme une flèche pour me revendiquer d'un désir de parler de poésie en podcast aussi. Fait que tout ça a pris forme très rapidement, mais mijotait depuis longtemps. Ouais. J'habitais des lieux qui m'étaient détrimentaire, en fait. Okay. Tu sais, en pub, j'étais super malheureuse. Comme, à vous, c'est comme des genres d'endroits... je sais pas, c'est des genres de mondes, des faux mondes. Moi, le problème avec ma pub, là, mes fans le savent, j'ai mis ça derrière moi, là, je me travaille content sur mon art et tout, mais dans ma trentaine, c'est que j'avais un mix de clients. Mes clients sociaux, c'était le fun. Tu sais, une campagne sur la santé mentale des enfants. Let's fucking roll. C'était absolument bien payé. Puis moi, puis tous mes clients sociaux, je refusais qu'ils me payent, c'était pas une subvention. Fait que tu sais, mettons, ça ne prend pas de l'argent dans un programme, me payer, faire des vidéos, câlisse. Ouais, je comprends. C'est des subventions pour faire du vidéo, appelle-moi. Fait que j'ai fait quand même beaucoup de sous parce que les subventions pour ça, surtout pendant la pandémie, tout est virtuel. Fait que j'ai quand même fait une belle compagnie avec ça. Mais j'ai fait aussi du real estate. J'ai fait aussi du excavation, puis ça, j'étais comme, tu sais, tu restes un logo, puis à la fin, c'est le bonhomme, il dessine sur le tableau, je veux ça, t'es comme, alright, comme, m'a te le donné, fait que ça m'a un peu turn off, ben raide, mais j'ai quand même aimé ça, mais le bout de triste du social, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'avais, m'a les nommé, parce que c'est quand même des bonnes organisations, mais il y avait Maison Interlude, violence faite aux femmes. Ouais. Fait un gros projet pour eux autres. Ça a eu des millions de vues, 1 million de vues, ok? Téléphone sonne, mais ils n'ont pas les ressources pour répondre. Même chose avec ma campagne santé mentale des enfants.
nouveau site web, l'univers, c'est nous, un petit gros déploiement, millions de vues totales, une communauté de 89 000 personnes. Là. J'avais des views de partout, de Montréal, de Ottawa. Téléphone sonne, pas de ressources pour les répondre. C'est comme, what the fuck? C'est comme la philanthropie, tu sais, ils font des... Je travaille... Là, les gens qui écoutent Le Temps des monstres puis qui savent, ça fait presque 1 an que je travaille sur un gros dossier sur les fondations. OK. Les fondations qui sont essentiellement de l'évasion fiscale pour les riches, mais aussi des endroits où les retombées pour la cause sont vraiment minimes. C'est-à-dire, on va faire des grandes campagnes de financement avec du champagne, puis on va inviter des personnes riches, puis on va charger super cher pour une table, puis on va servir des hors-d'œuvre. C'est pas des blagues, là. C'est vraiment comme ça. Là. J'ai reçu des témoignages de... Puis l'argent qui retourne aux jeunes, mettons, pour une certaine fondation, c'est comme 8%. Mm-hmm. That's fucked up. Ils se payent un party. Ils se payent un party, puis ils se payent aussi de la visibilité puis de la pub, puis ils ont des énormes budgets de pub et de recherche de commandites et de partenariats. Et il y a très peu de cet argent-là qui revient aux jeunes. Et ça, c'est anormal. C'est complètement anormal. Là, je parle d'une fondation en particulier, mais aussi, mettons, la fondation Douglas qui va aller engager Marie-Pierre Morin, puis qui va... Tu sais, je veux dire... What are we doing exactement? Puis aussi, tranquillement, les gouvernements se désinvestissent de ces causes-là puis les laissent aux riches qui, eux et elles, choisissent qu'est-ce qui mérite leur attention puis leur argent. C'est le monde à l'envers. Mais tu sais, c'est fou parce que moi, j'aime voir le monde, c'est micro, macro, puis comme tout est dans tout. Mais on peut comparer ça à... Moi, j'ai travaillé en Haïti en 2008-2009, OK, pour whatever. Puis, une affaire, j'avais catché là-bas. J'aurais pu catcher ça ici, mais j'en avais parlé des gens là-bas. Eux, il y avait une industrie du riz avant. OK. Puis les années 90, les Clinton... C'était des majeurs exportateurs de riz, je crois? Ben, où le riz, ils se nourrissaient du riz, puis il y avait des fermiers qui travaillaient, qui vendaient le riz, tout ça. Mais là, on a fait, il faut les sauver, on va dropper du riz. Fait qu'au lieu de les aider à pousser plus de fucking riz, tu sais, mais là, en droppant du riz, mais là, le fermier de riz, il y a du riz partout. Ils les ont rendus dépendants du système extérieur. Fait que c'est plus... l'État haïtien qui a aidé les fermiers haïtiens à faire pousser du riz, c'est on va juste dropper du riz. Mais quand on fait ça, mettons avec Maison Interlude, je les replug encore, ils font une levée de fonds de philanthrope, cool, l'argent, mais s'ils en font pas, la levée de fonds l'année prochaine, on n'a juste plus de programme, on drop les femmes, on les met sur le bord de la rue, comme qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on est dépendant de leur party pour avoir cet argent-là. Comme, what's the plan here? Fait que tout ça, comment je peux dire ça? Ça déresponsabilise nos politiciens. Mais comme tout le monde se part un GoFundMe quand il se casse une jambe, ça dit quelque chose de notre filet social, tu sais. Je vois, l'année passée, il y a un ami d'un ami qui est décédé d'un cancer, puis tout le monde s'est mis ensemble. Il y a quelque chose de communautaire là-dedans qui est beau, mais c'est aussi, premièrement, la plateforme se prend une cote, puis deuxièmement, on devrait pas avoir à supplier des gens pour avoir des dons quand on est victime d'un accident, mettons, ou qu'on a un cancer, puis qu'on peut plus payer notre hypothèque ou notre loyer. Quelque chose de profondément déresponsabilisé au niveau du gouvernement envers les communautés. Tu sais, on paye des assurances, mettons, ils couvrent pas ça. Ou il y a tellement une bureaucratie lourde autour de ça qu'on se ramasse à être épuisé par le processus qui entoure de se faire rembourser. Alors qu'on est comme en train de faire de la chimio, tu sais, je lis des trucs comme ça, puis ça me fait capoter à quel point les gens sont complètement abandonnés par un système qui est supposé les soutenir, tu sais. Puis en se désinvestissement du secteur public, on prouve que ça marche pas. Fait qu'on devrait libéraliser la patente, comme là... Oui, le privé devrait s'occuper de ça. Vous vu aux States que ça a de l'air? Tu passes ta chimio d'un paperasse, c'est pas ça, c'est pas normal. Puis après, là, tu dois 300 000 $, puis tu meurs de fatigue, genre, exact. Parce que tu pourras jamais repayer ça. Comme on l'a l'exemple aux States, êtes-vous fou? Puis comme le documentaire, comment il s'appelle? Le documentaire tout le temps, Michael Moore. Ouais. Ça date de 2003. Ouais. Ça fait 23 ans qu'on sait que c'est de la merde. Puis on parle de libéraliser le système de santé. Comme moi, tu sais, j'ai un enfant avec des problèmes de santé, ça nous a ruinés à cause du parking. C'est fou, quand on peut pas rentrer travailler. C'est fou. Mais imagine, je paye des billes à part de ça. Fait que là, moi, mon fils peut pas avoir la bonne chambre parce que j'ai pas assez d'argent. C'est fou. Fait qu'au moins, on a eu ça. Comme Sainte-Justine, là, j'ai rien à dire. Là, tabarnak, merci, c'est Jésus, qui nous a aidés. Puis toutes les mais même nous, tu sais, je veux dire, t'as mal au ventre, tu vas à l'urgence, ça va prendre 9 heures, mais c'est gratuit. Tu sors pas de là avec un bill, tu sais. Puis
Bref, je comprends ce que tu dis. Genre, il faut garder à tout prix ce système public, mais l'est-il encore? Il y a plein de frais, il y a plein d'affaires cachées. C'est pas normal que l'optométriste, ça coûte quelque chose. T'sais, moi, je suis profondément myope, là, en ce moment. J'ai mes verres de contact, mais je suis moins 10 des 2 yeux, mettons. Okay. Ça me coûte 400 $ par année de verres de contact ou de faire ajuster mes lunettes, puis le rendez-vous est pas gratuit. C'est de la santé, les yeux, c'est de la santé. Uh-huh. T'sais, toi aussi, tu portes des lunettes, là, tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. C'est des gros coûts, là. Puis moi, ça me fait capoter, là. Qu'est-ce qui me fait capoter? C'est, là, dernièrement, les nouvelles, c'est toute l'affaire de François Lambert, puis les entrepreneurs qui capotent parce que, tu sais, whatever, tout ça. Puis je suis comme... 80% des entreprises au Québec, c'est des PME qui sont du B2C, OK? Business to fucking customer. Ouais. Tu vends de la guimauve. Tu vends de la poutine congelée. Sa pyramide de Maslow, là, une poutine congelée, c'est pas au top. Fait que si j'ai plus une scène, chanson que je m'en pas m'acheter une poutine fucking congelée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, comme, ils comprennent pas que l'économie doit être cyclique pour que vous ayez des clients dans le futur. Comme, we're hitting a fucking wall here. Ben ouais, il y a beaucoup de slop économie, là. Puis de slop companies aussi. Ouais. Tu sais, personnellement, j'ai détesté avoir une compagnie puis être une entrepreneur. Je pense que c'était... En fait, j'ai détesté la partie capitaliste d'avoir une entreprise. Puis je me rappelle que, tu sais, c'était il y a 15 ans de ça, puis je disais aux gens, je vendais des produits naturels, puis je faisais des énormes pots de crème, mettons, naturels. Puis ça me prenait du temps, puis je faisais ça là, comme dans des énormes bassines chez Groom. Okay. Groom me louait, Groom, les produits pour hommes, qui sont maintenant non-genrés, mais en tout cas, Groom me louait un espace, puis j'allais fabriquer mes produits là, puis je disais aux gens... Pay what you can. J'étais pas capable de mettre un prix sur mes produits parce que je trouvais ça dégueulasse que le monde ait besoin d'aller acheter des affaires trash à pharmacie, genre. Puis moi, j'ai pas été capable d'avoir des employés. J'ai eu des pigistes. J'ai pas pu non plus. La fête de ta blonde arrive à grands pas. Tu voudrais lui acheter un bijou, mais tu veux pas encourager l'esclavage dans les mines de pierres précieuses. Ou encore pire, lui acheter quelque chose qui ne sera pas de son goût et qu'elle va porter de reculons pour te faire plaisir. Eh bien, j'ai une solution pour toi. Eros a le bijou que ta blonde va vouloir amener partout pour son plaisir. Voici le petit trésor de chez Eros et compagnie, le bijou. Vous pourrez traîner ce superbe collier où bon vous semble, ni vu, ni connu, et vous en servir à des moments opportuns. Avec son design, sa texture douce et sa puissance, il deviendra rapidement votre meilleur ami. Bonne découverte. J'ai détesté être un employé. J'ai détesté avoir des boss, fait que je me suis positionné en leader, par exemple, parce que j'ai acheté contrat, puis je me signais tous les papiers. Tu sais, tu dois ci, tu dois ça, tu loues ci, tu loues ça. Mais j'ai donné des jobs à mon chum Matt aujourd'hui, qui est rendu à son propre compte. Mais tu sais, il a travaillé 2 ans avec moi. J'ai donné des jobs à des chums, mais j'ai jamais été capable d'avoir un employé. Ça m'a toujours donné des... Je suis comme, pourquoi je ferais quelque chose à quelqu'un que je voudrais pas faire à moi, tu sais? Je comprends. Fait que ça m'a pas... J'ai pas été assez requin. Mais moi aussi, j'ai refusé de participer à ça. Puis je dis pas que les gens qui ont des employés, c'est comme à cancel, mais c'est notre expérience à nous, d'entrepreneurs. Là, ouais. J'ai pas pu non plus, puis j'ai rapidement compris que si je voulais grossir, fallait que j'investisse, puis que je fasse de la promo sans arrêt, puis que je me tue à la tâche. Puis honnêtement, tu sais, je suis pour la contribution à la société, mais je suis profondément contre le travail tel qu'il nous est présenté. En fait, en ce moment, tout le monde est fucking exploité. Je suis pas carriériste, moi. Ça fait pas partie de mon ADN. Fait que pour être entrepreneur, il faut être profondément motivé et carriériste, chose que je ne suis pas. Mais l'affaire que j'ai remarqué dans ma vie d'entrepreneur, une fois comme à son pic, ça commençait à descendre mes affaires parce que je n'étais plus capable, mon horaire a jamais changé, personnellement. OK. Je me suis dans la même chaise le matin, je mangeais les mêmes œufs, je lisais les mêmes acides d'affaires. Là, j'ai fait « Who the fuck am I doing this for? » Dans ma tête, j'ai un fils. Je fais ça pour mon fils, mais je l'ai pas vu pendant 6 ans. Pas vrai, là, je l'ai vu, mais je veux dire comme... C'est des rythmes de vie on s'en va du kayak, mais je suis sur mon cellulaire. On s'en va comme... Là, c'est plus le gars, là, aujourd'hui, puis j'ai une meilleure relation avec mon fils aujourd'hui, où est-ce qu'en fin de semaine, je travaille, là, moi, j'ai une job, mais je veux dire que c'est le podcast, l'humour, tout ça. Mais en fin de semaine, mon fils s'en vient, on travaille sur Stardew Valley à faire des fermes. Comme, tu sais, c'est ça que je fais de ma fin de semaine. Comme, j'avais pas ça avant, j'étais sur mon cellulaire, j'étais stressé de whatever, tout ça. Puis j'ai réalisé aussi que dans ma vingtaine, dans ma vie, il y avait beaucoup de poésie puis de musique, puis de... Tu sais, là, j'avais comme un genre de... Puis dans ma trentaine, was all gone. Puis quand je regarde un Luc Poirier parler, ou un François Lambert parler, je vous dis, hey,
il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de musique, il n'y a rien dans ce monde-là. Ouais. Puis je me rappelle me semble que quand j'avais 20 ans, des François Lambert, des Luc Poirier, c'était pas du monde cool. Comme tu voulais pas être... Comme c'était pas eux autres le monde. On dirait qu'ils nous ont vendu que être cool à cette heure, c'est être ça. Mais il n'y a pas de... Il y a fuck all là-dedans. Mais c'est vraiment une propagande très, très forte. Oui, oui, et je suis en train d'écrire un essai là-dessus, là, sur l'espèce de glorification qu'on fait de la richesse au Québec, puis le manque de perspective du point de vue de la lutte de classe au Québec. Il y a énormément de larbinisme. Il y a beaucoup de gens qui ont avalé la propagande de la méritocratie. Et je crois que ces gens-là sont des parasites et des voleurs. Et je ne suis pas gênée de le dire. Mm-hmm. Je pense que personne n'accumule autant de capital sans avoir exploité ou volé quelqu'un. Puis tu sais, on dit souvent créer de la richesse. Là. Moi, je suis comme... On ne crée aucune richesse. Les banques créent de la richesse. Qui rentre travailler, qui n'est pas surexploité, qui aime sa job, puis qui fait bien sa job, puis qui peut dormir le soir, puis elle peut habiter proche de l'hôpital, puis que les loyers sont abordables, tout ça, pour moi, ça, c'est une richesse tangible. Il y a un service humain. Mm-hmm. Là, je suis à l'extrême de service humain. Service technique. Il y a un gars qui s'ouvre un garage, qui peut se payer s'ouvrir un garage, qui peut habiter dans le quartier qui a son garagier, parce qu'il peut se payer un loyer qui ça, c'est de la richesse, je préfère réparer mon auto, là. Ça, c'est des choses qui sont dans notre communauté, de ça. Mm-hmm. Si t'appartiens 30 blocs, tu crées pas de la richesse, là. T'es le middleman. Mais il y a aussi comme... Tu sais, on en parlait dans un de nos derniers épisodes sur le revenu viable. On a reçu une chercheuse de l'IRIS qui s'appelle Evelyne Couturier. Puis, à un moment donné, elle a dit... Tu sais, à un moment donné, à force de vouloir que tout le monde devienne un entrepreneur ou un spéculateur immobilier ou que tout le monde soit dans l'immobilier, qui va habiter derrière ces portes-là à 2600 $ par mois aussi? Il faut se poser la question, c'est pas... Tout le monde peut pas... Il ne faudrait pas un monde où tout le monde veut accéder aux mêmes conditions matérielles, à part celles qui sont justes et équitables pour tous. Tu sais, je veux dire, on peut pas... C'est peut-être mal exprimé, mais je veux dire... De plus en plus, les inégalités se creusent. Il y a des gens ultra riches ou qui vont être les possédants de ces portes-là, mais les gens qui vivent derrière ces portes-là vont en mourir. Donc, ça ne fonctionne pas. Le contrat social est brisé là, en ce moment. Puis, il y a quelque chose comme de la colère qui se prépare et qui se fomente. On l'a vu genre dans les dernières semaines, mais de moins en moins de gens adhèrent à cette propagande méritocratique-là. C'est fou, parce que dans les médias, j'avais vu l'affaire, on parle de la guillotine, of course. J'avais vu genre, tout le monde sont contre la guillotine, ça. Je suis comme, non, tous tes médias sont contre. Moi, j'ai parlé, tu sais, j'ai un chum qui... J'aurais dû dire qu'il est sous-ministre, quelqu'un va peut-être le trouver, mais comme genre, il est adjoint sous-ministre. Lui, il travaille, je vais pas le doxer, mais comme... Il travaille dans la misère, le gars. Tu sais, il est sous-ministre, mais il travaille dans les programmes de misère. Il est comme tabarnak. Faites de quoi? C'est mon téléphone qui sonne, là, moi, là. Tu sais, être sous-ministre, c'est un vrai job. Hein? Le ministre, c'est pas un vrai job. C'est le sous-ministre qui a un vrai job, qui gère les programmes, puis il est comme. Fait que lui, comme, qui était contre ça, à part le monde qui ont été brainwashés par tous les médias qui ont dit qu'ils étaient contre ça? Ouais. Comme, le monde qui vit dans leur communauté le voit bien que ça marche pas, tabarnak. Moi, j'ai toujours dit une autre affaire aussi. Puis là, c'est affaire que je répète, parce que finalement, je suis avec toi, fait que je peux juste les dire. C'est correct. Mais comme, moi, je répète dans mes podcasts du passé, c'est pas grave. Me semble, là, moi, là, fin 90, début 2000, on avait un cousin poqué dans la famille. Ben, il y avait une grande tante avec une maison qui voulait l'accueillir. Puis cette grande tante-là était couturière toute sa vie. Puis le bonhomme qui était avec, il faisait des windshields. Puis on pouvait accueillir cousin Stéphane qui se pique de temps en temps. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont même plus l'argent pour accueillir les poqués dans leur vie. Fait que, dans notre propre famille... Ben, parce que tout le monde est un peu lui-même poqué, tu sais. Ben, exact. Non, mais c'est ça que je veux dire, parce que c'est les toits puis la bouffe qui sont... Moi, j'ai toujours dit, donnez-nous les toits, la bouffe, la santé puis l'éducation, là. Puis vends-les tes petits Jésus qui vomit de la slime sur Amazon, puis bien riche, pas besoin de Lamborghini, mais encore lisse. Mais si ça, c'est cher, c'est qu'il y a un middleman de trop, là. Absolument. Comme... Je trouve terrifiant qu'on ne réalise pas la gravité de ce qui se passe en ce moment, que tout le monde continue de mener sa petite vie. Je trouve que, en fait, les gens sont peut-être en genre de psychose figée, là. Tout le monde... Il y a personne qui sait quoi faire en ce moment. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a un si grand engouement pour le travail que Philippe, moi, on fait avec d'autres camarades de gauche. C'est comme... Il faut commencer à nommer le réel, là. Moi, j'ai peur que mon enfant ne puisse jamais vivre à Montréal. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir se déraciner puis aller quelque part parce que
on n'aura pas les moyens de lui payer des études ici, ou du moins juste de se payer un appartement avec elle qui habite dedans. Ça m'inquiète pour l'avenir de mon enfant. Ça m'inquiète pour les femmes violentées qui restent dans des situations impossibles parce que non seulement il n'y a pas de place dans les ressources, mais c'est pas tout le monde qui veut aller dans une ressource pour femmes violentées lorsqu'elles quittent une relation en urgence avec 2 kids. Absolument. On devrait faire des chèques immédiatement à ces personnes-là la journée. Puis c'est-tu moi là, qui est épais ou c'est le seul qui a compris ça, mais comme le trickle-down economics, ça, vite fait, là, mais tu sais, l'argent va au top, elle n'est pas revenu, guys, finalement. Depuis les années 80, elle n'a jamais redescendu. Puis le monde qui capote, en disant, probablement toutes les hosties de grifters de droite qui ont parlé de Doge, moi j'ai vu ça venir de loin, tu sais. C'est là que je suis devenu un peu plus, pas plus à gauche, mais comme que je détonnais des autres crackpots avec un micro, là, j'étais comme, vous pensez que Doge, ça va fonctionner avec Elon Musk, ça? Puis je suis comme, il veut dire, faut couper dans l'État, il y a trop de fonctionnaires. Moi j'ai toujours dit, si tu donnes 100 000 à un fonctionnaire, premièrement, il saisit 40. En partant, c'est vrai. Il reste 60. À 60 000 $ par année dans ses poches, il habite quelque part, il refait son comptoir de cuisine, fait réparer son char, coupe les cheveux des petits, il achète du linge aux Winners. Il reste combien à la fin de l'année? 2000 peut-être, il est mis dans un CELI. L'argent est revenu à ma communauté. Là. Quand on la donne à Luc Poirier, elle revient pas. Luc Poirier mange un lunch. Il se met une chemise, conduit un char. Non, excuse-moi, il conduit 130 chars. Okay? Chars. Mais je viens de dire que la richesse, c'est nous. Une fois que l'argent est retourné dans la communauté, c'est le plus grand mensonge. Mais c'est pour ça que je dis que les riches sont les plus grands voleurs, parce qu'ils ne remettent pas dans la communauté. S'ils le font, c'est à travers des causes philanthropiques où ils peuvent étaler leurs vertus, mais dans les faits, il n'y en a rien à foutre. Tu sais, je veux dire, Luc Poirier vient de reprendre la fondation de Jasmin Roy, alors que lui-même est un intimidateur sur les réseaux sociaux, de par la propagande de la richesse qu'il véhicule. Un modèle... Littéralement, chaque fois que Luc Poirier pose quelque chose, on devrait faire un trigger warning. Attention, peut causer des idées suicidaires aux adolescents. Comme, on ne devient pas riche comme ça sans voler quelqu'un. Et plusieurs personnes à la fois. Luc Poirier se vante d'évincer des gens de leur logement dans des vidéos YouTube d'il y a même pas 10 ans. Je veux dire, puis ces gens-là, en plus, sont rendus qui veulent parasiter le milieu culturel. Donc, maintenant, veulent être à Survivor, Survivor Québec, veulent être nominés dans des galas, veulent être dans les séries télé, veulent, tu sais, un peu comme le Met Gala, c'est la même chose. Ces gens achètent leur place dans l'imaginaire culturel pour faire partie. Ils ne se contentent plus de parasiter la société, ils parasitent nos milieux. Oui, puis la télé est en train de mourir, mais arrêtez de nous faire des conversations de vedettes autour d'un café, comme... Parle-moi pas là-dessus. OK, je fais rien dire que... Non, mais je suis comme, pourquoi que ça... Comme, prenez le budget d'une émission de jaseux de vedettes, là. Ouais. Splittez-la en 5, puis donnez ça à 5 créateurs pour 5 nouvelles web-séries. Chansons que ça va être cœur... Écoute, il y a peut-être 2 pas bonnes sur 5, il va y avoir 3 qui vont peut-être être un hit. Comme, j'ai travaillé en production, j'ai vu les caméras partir de 14 000 $ à 2 000 $ pour du 4K. Comme on est tous capables de se produire autrement, de whatever. Fait que tout cet argent-là que je vois comme mettre dans la télé, je suis comme, cette émission-là avec le plateau et les caméras qui tournent de même pour Patrick Huard donne son opinion sur la société. Si au moins, tu sais, Radio-Can, mettons, a des bons moyens, au moins rester dans l'intellectuel. Parce que là, ce qu'on voit, c'est un effritement du discours intellectuel à la radio d'État. Ça m'inquiète énormément qu'on reçoive Dany Saint-Pierre sans arrêt la semaine à Radio-Canada. À chaque fois que j'ouvre Radio-Canada, puis c'est un énorme deuil parce que c'est une radio que j'écoutais énormément avant. Maintenant, je ne me retrouve plus du tout dans... Tu sais, je veux dire, on regarde à France Culture, il y a des émissions de philosophie où on parle de une ou un philosophe sur 8 épisodes d'une heure. Il n'y a plus ça du tout à Radio-Canada. On a perdu la seule émission qui parlait exclusivement de littérature et de création littéraire il y a 3 ans. Plus on est de fous, plus on lit. Puis depuis ce temps-là, on voit comme « it's all downhill from there ». Là. Je veux dire, on parle de... Est-ce que les cerises de terre, oui ou non? Tu sais, c'est ça, notre radio d'État en ce moment. Puis c'est comme tabarouette. Puis moi, je me dis... C'est décevant. Tu sais, si t'es une vedette puis tu veux jaser, t'as tes réseaux. Ouais. Comme pars-toi un Zoom... Ouais. Connecte-toi avec une autre vedette, puis jase là, puis laisse l'argent de l'État, tu sais, surtout pour l'État, je veux dire, ou laisse ça à Groupe TVA, les vedettes, tu sais, comme, ils font ce qu'ils vont avec leur contenu, là. Mais comme ça, j'ai jamais comme... Mais c'est ça aussi,
une société qui se fascise, OK? C'est pas nécessairement genre autoritaire, mais c'est aussi dans la vacuité, dans les discours qui deviennent de plus en plus dilués, dans une espèce de constant divertissement. C'est correct de se divertir, mais Radio-Canada a une mission de nommer le réel à laquelle elle participe plus depuis plusieurs années, je trouve, selon moi. Puis on voit la bourgeoisie à Radio-Canada dessiner la plupart des discours qui... Ben, l'exemple parfait, c'était l'affaire de l'épicerie, là. Ça n'a pas de bon sens. Donnez-leur les miettes. Ça me fait penser aux vidéos de la madame française Indochine qui garoche des miettes aux Vietnamiens, là. Puis qui disait, ben, si Ho Chi Minh n'avait pas qu'est-ce qu'il avait fait, ça aurait l'air de ça aujourd'hui, le Vietnam. Tu sais, fallait penser à comme, genre, donner les miettes au monde, tu sais, donner qu'est-ce qui est plus bon. Puis là, il y a Liquidation Marie qui arrive. Puis bon, hey, tant mieux qu'elle existe, hein. Go for it. Puis elle donne mais ça reste de la nourriture presque périmée, puis elle a fait une fortune là-dessus. Ouais. Tu sais, je veux dire, à Mané, comme. Mais ça reste que ça, c'est du patching. C'est du patching. De qu'est-ce qui se passe en ce moment avec toutes les. Puis encore une fois, c'est une affaire de middleman. J'en parlais sur le live lundi, là, mais. Non seulement ça prendrait des épiceries publiques, mais moi, j'ai été lire là-dessus, là. Puis pour que ça marche, non seulement ça prend l'épicerie publique sur le coin de la rue, mais ça prend un middleman public aussi. Ah non. Parce que si on a rien que l'épicerie publique, on aura des marges de profit de 2%, 4%. Là. Les marges de profit, c'est le monkey in the middle entre les fermiers, les exportateurs puis nos tablettes. Mais tu sais, c'est extrêmement en ce moment, tu sais, je veux pas faire d'hyperbole puis capoter, mais c'est ta bonne place, pareil. Parfait. En ce moment, le gouvernement Carney est en train de préparer. Vous allez tous recevoir un petit peu plus de sous cette année si vous avez pas beaucoup d'argent à la base. Parce que le gouvernement Carney a une nouvelle subvention là, ou un truc qui s'appelle épicerie bien-être. Pas épicerie bien-être, mais il donne un montant additionnel aux familles, OK? Mais ça, c'est une subvention aux entreprises directement que nous, on paye des taxes. Ils nous redonnent de l'argent au lieu de mettre leur culotte avec les grandes épiceries, les grandes bannières, puis les industries agroalimentaires. Fait que ils sont... Je sais pas si c'est les lobbies qui font pression au point tel où le gouvernement Carney n'est pas capable de mettre ses culottes ou c'est le même monde, en fait. La classe politique a des actions dans toutes ces entreprises-là, puis au final, ils vont juste continuer comme l'allocation logement. Ouais. Moi, je reçois 170 $ par mois parce que je fais pas assez d'argent pour le montant de mon loyer, OK? Mais ça, c'est une subvention directement aux propriétaires. Ouais, au lieu de faire un gel des loyers puis d'empêcher ces gens-là de continuer de spéculer sur un besoin de base, qui est de se nourrir ou se loger, ils décident de prendre notre propre argent, donc votre argent, notre argent, puis de nous le redonner et de le redonner par la bande aux entreprises. Puis c'était un peu ça, la PCU aussi, je veux dire... la PCU, c'était juste pour qu'on continue de magasiner. Absolument, pour pas que l'économie crash. Mais... c'est décourageant. Moi, c'est d'expliquer ça peut que je me perde un peu, là, mais... OK. Une corporation, initialement, là, c'était, mettons, que je suis un village qui veut bâtir un pont. Ouais. On n'a pas l'expertise de bâtir un pont à l'interne au niveau du gouvernement. Fait qu'on va créer une corporation de gens qui savent comment bâtir des ponts. Il va avoir le mandat. La corporation a le mandat de bâtir un pont. Okay? Puis des fois, ils pouvaient dire, on va charger de traverser le pont, c'est quand on repaye la dette du pont. Then it's over. Puis là, les gens qui ont parti ça voulaient se protéger en disant, la corporation, c'est une personne morale. Si jamais le pont chie, ça va être la faute de la corporation. Oh oui, pas de problème, sinon on n'aurait pas eu de pont. Ça faisait du sens dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, les corporations, on sait, là, c'est rendu notre système qui est un système corporatiste. Ouais. Puis le mensonge qu'ils ont mis dans la tête, là, c'est l'État, c'est notre ennemi, OK? Parce qu'elle nous coûte de l'argent sur nos taxes. Puis elle dépense pas comme du monde, tout ça. Fait que dans les médias, ils vont toujours nous dire, le gouvernement, dans les débuts 2000, après ça jusqu'à aujourd'hui, OK? Le gouvernement, c'est notre ennemi, puis si on met de l'argent dedans, ça donne rien, puis ainsi de suite. Mais ce gouvernement-là est un outil de captation d'argent pour les grandes corporations de ce monde. Bien sûr, ouais. On parle pas de toi, François Lambert, qui vend des guimauves, tabarnak, là. Arrête de... T'as pas été sur l'île d'Epstein avec les autres, bro. T'es pas dans la gang, là, OK? Fait qu'arrête, on parle pas de mais toi. Mais est-tu laid, lui? Genre, je veux dire...
Mais on vous voit avoir peur. Ils sont terrifiés. Ils comprennent bien que tu sais, puis je veux même pas dire la grogne, là, parce que je trouve que ça se dit pas, là, sur la population, mais les gens voient à travers la bullshit des entrepreneurs self-made, tu sais, toute la fausse méritocratie autour de ça, tu sais. François Lambert, il paye ses employés comme de la merde, puis lui, genre, il s'enrichit avec ça, puis je suis d'accord avec toi, tu sais, je pense que le filet social puis l'État-providence tel qu'on connaît au Québec est nécessaire en ce moment pour la survie de la majorité, mais je ne crois plus en cette espèce de truc de les entreprises, c'est important, puis il faut de plus en plus d'entrepreneurs, puis qu'est-ce qu'on va faire s'il y a moins d'entreprises? Genre, littéralement, ces gens ont parasité le milieu depuis toujours, là. En plus, ils disent que les artistes sont des pauvres clowns qui demandent tout le temps de l'argent, mais tout le monde est subventionné au Québec, là. Oh oui, des pétrolières au calque, là. Absolument. Absolument. Ben, l'exemple que je pourrais donner, c'est, là, je pense que c'est 20%, ou je ne me rappelle plus trop, mais comme avant Mulroney, les années 80, l'État bâtissait 20 à 40% des nouveaux logements. Ouais. Donc qu'est-ce que le corporatif, c'est parti de on va servir l'État pour des projets spéciaux. Ça a tellement viré de bord qu'ils veulent même pas que l'État devienne une compétition pour eux. C'est fou. Fait qu'ils voudraient pas ça qu'on bâtisse 40% des logements, parce qu'après ça, leur tour à condo avec des comptoirs en marbre que personne veut, ils pourraient plus les vendre. Même chose avec la bouffe, ils en veulent pas un middleman d'État pour amener de la bouffe du fermier dans notre tablette, parce qu'ils peuvent capter de l'argent dans ce besoin nécessaire-là. Et maintenant, ça joue dans l'immobilier aussi. Fait qu'ils ont comme genre capté notre État. Fait que moi, quand je parle avec quelqu'un de droite, je suis comme, t'as raison, l'État, c'est de la merde, c'est des vendus, puis ils vont nous fourrer jusqu'à là. Mais moi, je dis que ça prend un État responsable et non pas un État au pouvoir. Exact. Pour nous donner pour bâtir ce qu'on a de besoin. Puis après ça, c'est pour être entrepreneur. Puis guess what? Si mes yeux sont payés, mes dents sont payées dans un pool d'argent, moi, comme entrepreneur, je peux te payer moins. Ça a l'air niaiseux parce que je sais que you're taken care of. Fait que je peux te payer parce que je sais que ton loyer, il est pas 1500$ pour un 3,5, il est 450$ pour un 3,5. Ouais, fait que ça l'aide tout le monde, même en affaires, dans le 80% des PME. Puis je pense que la gauche, des fois, on oublie que être PDG de PME, t'es pas riche, là. Non. Mais moi, j'ai travaillé avec du monde en affaires. J'ai été président de chambre de commerce. Puis il m'a dit une chose, il y en a bien des vieux de la veille, avec bien des bagues ses doigts qui votent pour Trump en pensant qu'ils sont le prochain milliardaire sur la table. Mais je suis comme, hey bro, tu vends du marbre. Comme, oui. T'es un gros loser. Non, mais t'es plus riche que moi, t'es plus riche que. Mais t'es pas assez riche pour que quand on va avoir faim et on aura plus de toi, là, nous, on peut pas se payer d'aller sur le yacht à Jeff Bezos. Mais je peux aller chez vous manger un lunch, par exemple. Mais tu sais, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre là, que les pauvres meurent. Là. Mais ils catchent pas que c'est des clients potentiels. Mais comme ça, niaiseux à dire, mais si tout le monde avait plus de sous. Tu sais, le système va mieux, là. Tout le monde, comme tu travailles comme infirmier, là, puis tu peux te payer un loyer qui a de l'allure, puis tu as de l'argent de lousse à la fin du mois. T'es pas en train de broyer à cause de ça. Mais c'est aussi que le système de santé est désengorgé parce que les gens vont mieux, tu sais. Moi, je crois vraiment au revenu minimum garanti, là. Je milite pour ça, puis je pense que c'est important de continuer de le marteler. Le bien-être social ne permet pas de survivre au Québec et même, en fait, je répète, je me reprends là-dessus. Le bien-être social ne permet même pas de se payer un loyer. C'est crazy, mais puis on devrait poursuivre le gouvernement pour ça. Ils ont tué des gens, littéralement, et tous les jours, ils empêchent des gens de même se mettre en couple pour s'aider à payer le loyer. Là, The Rover, puis Tricia Laroche ont sorti un article là-dessus cette semaine, un topo vidéo là-dessus. Ils empêchent même les gens de s'entraider en se mettant en couple ou en coloc. What is this? That's crazy. What is this? Puis il y a des avocats sur le cas là, de ça, mais... Ça, c'est complètement débile. Mais l'affaire, par exemple, avec le revenu garanti, il faut faire attention pour que ça devienne encore une subvention aux immobiliers, tout ça. Exactement. Ça doit devenir avec... Faut tuer le middleman de l'immobilier, faut tuer le middleman de l'alimentation, faut jamais avoir un middleman au niveau de la santé, faut avoir tuer le middleman au niveau de l'éducation aussi, sinon, c'est juste les pauvres qui ont des écoles de pauvres. Puis en ce moment, moi, j'ai une ex-prof, là, c'est une histoire que je raconte souvent, j'en revenais pas. Moi, je viens de l'Ontario, parce que c'est mieux l'éducation côté école. Tu viens de Hawkesbury, non? Hawkesbury, exact. Puis comme nos écoles, puis Dieu sait qu'Hawkesbury... en 2017, on était la ville la plus pauvre au Canada, OK? Mais nos écoles étaient nice, parce qu'on dirait qu'on avait ça en Ontario d'investir. Ouais. J'ai été dans une école à Verdun, moi, pour aider mon ex à préparer sa classe. Et puis? Pas un hostie de meuble qui match, pas un jeu de société avec des dés dedans, il y avait du sang Saint-Pépite, puis moi, j'en nettoyais ça, puis j'ai dit,
y a pas un concierge comme qui dit non, moi, faut que je prépare ma classe puis que je nettoie tout. J'étais comme, ben voyons donc, tabarnak, on n'a pas d'argent pour que nos enfants aillent à l'école puis qu'il y ait des meubles qui Puis matchent. ils coupent là-dedans, en plus, ils coupent sur les sorties culturelles, ils coupent sur plein d'affaires. What's the plan here? Comme genre, on s'en va où avec... Puis toi, comment QS va nous sauver avec sur les Patreon, tampons gratuits. OK, mais sur Patreon, je vais parler de ça comme... On est-tu rendu à Patreon, non, pas bientôt, mais juste pour terminer, pas pour terminer, mais t'as une baguette magique. Ouais. C'est quoi ça a de l'air un parti politique qui aurait ton... Je pense que je comprends quelque chose de toi, là, t'es orpheline côté politique. Ouais. OK. Baguette magique, puis t'es anarchiste aussi, fait que je suis très curieux d'avoir ta réponse à ça. T'as une baguette magique, qu'est-ce que ça a de l'air un gouvernement pour toi? Puis je parle pas de la fonction publique, là, je parle comme de l'idée qui découle de la fonction publique, là. C'est qu'est-ce qu'il y a au top de ça? Y a-tu quelque chose au top? C'est quoi ta vision de ça? Baguette magique, là, y a pas de... L'argent de nos taxes, parce que je suis pas contre l'idée de payer des taxes, j'en paierais même plus si ça pouvait servir la majorité. Nos taxes ruissellent réellement sur le communautaire. Le communautaire est plus fort que le gouvernement dans tous ses aspects. Le communautaire, c'est littéralement la solution en ce moment. Et ils le savent et c'est pour ça qu'ils le définancent. Parce qu'ils trouvent que ça coûte cher puis ils commencent à s'en crisser de plus en plus décomplexés des pauvres et des gens qui struggle et des communautés racisées et des immigrants et des nouveaux arrivants et des demandeurs d'asile. Si j'avais une baguette magique, honnêtement, puis c'est pas une idée qui fait la majorité, mais moi, je crisserais tout ça à terre et je recommencerais sur la base de la communauté. Mais puisque c'est pas possible, je donnerais des crocs à Québec solidaire. Québec solidaire, en ce moment, a besoin d'être beaucoup plus radical qu'ils le sont. Il faut un gel des loyers immédiat et de l'expropriation. Et à défaut d'avoir de l'expropriation, on doit tripler, quadrupler, quintupler les taxes des gens qui ont plus que 2 propriétés pour pouvoir pallier à tous ceux qui sont pas capables de se loger en ce moment. Ouais. Québec solidaire est en train de tuer la gauche politique. Fait que ma baguette magique, tout du bon monde dans Québec solidaire, mais je leur donnerais du mordant, puis je leur donnerais moins de respectabilité, puis plus d'autorité empathique. J'ai jamais été 100% QS, puis je mets zéro mes billes en politique. Je suis surtout pas indépendantiste. On a déjà un pays, puis c'est de la crise de merde. Puis rajouter des frontières, je pense pas que ça va nous aider avec la grande dérive autoritaire qui s'abat sur nous. Mais je reste convaincue que QS, avec du mordant, pourrait nous aider. Mais en fait, pourrait aider les moins bien nantis. Puis c'est ça mon focus, moi. C'est que les gens qui sont en train de crever en ce moment, on les remette sur la traque. Ouais. Okay. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De QS? Genre, tu sais, je comprends que comme... Écoute... Ils servent un purpose, mais en ce moment, les tampons gratuits, c'est pas de gauche. Les tampons gratuits, c'est humain. Oui. Exact. Puis le podcast, ici, on avait un slogan quand j'ai parti le podcast. Moi, je parle des slogans sans le savoir, là, mais c'est mes fans qui me disent que c'est un slogan à cette heure puis qu'ils veulent des t-shirts. Mais tu sais, moi, j'ai dit, si t'as 3 payes de tout perdre, on a la même gang. Si t'as 3 bad luck d'être dans la rue, on a la même gang. Puis moi, je trouve que 3 bad luck, là, tu peux avoir 5 millions de ton compte de banque. T'es à une demande d'être en cours par 2 buildings, puis t'es en train de sucer une graine à la Best Western pour un burger. Là. Comme genre, OK, on t'a 3, comme si t'es pas dans la gang, c'est a big club and we ain't in it. George Carlin un peu, là, like, we ain't in it, guys. Puis moi, des fois, quand je rencontrais des hommes d'affaires, justement, je disais, t'es pas dans la gang, tabarnak. Si tu veux vendre du marbre, faut que le monde ait de l'argent, calé, ça aide. Comme, tu sais, c'est un peu. Fait que moi, je trouve que QS, le problème, puis c'est QS, mais aussi, c'était cette gauche-là qui parlait beaucoup d'identité. Ouais. Les droits d'un tel, les droits d'un autre, c'est tous nos droits. Si t'as 3 payes de tout perdre, c'est tous nos droits à nous. Faut en revenir aux conditions matérielles, Max, selon moi. Puis l'affaire d'identité. Une lutte immatérielle, puis une lutte sans la lutte des classes. Je veux dire, moi, je suis beaucoup plus proche en ce moment, dans mes privilèges, d'une personne sur le bien-être social que d'une personne noire dans la bourgeoisie. C'est-à-dire,
c'est pas quelque chose de quoi on ne parle pas assez de ça. Mais on devrait le marteler. Nos conditions matérielles s'effritent et on est plus que 4 pauvres là-dedans. Là. On peut même inclure une partie de la classe moyenne là-dedans. Et les locataires, on est plus que dû pour une révolution. Là. Puis, j'espère que dans 50 ans, le terme « coût de la vie », le monde n'en reviendra pas à lire ça dans les livres d'histoire. Un coût de la vie is insane. Puis moi, je compte les taxes d'une manière. Je suis proche. Moi, le gars de droite, là, il était à une demi-heure d'être un socialiste avec moi. Parce que je suis comme. Je comprends. Je suis comme. Moi, tout, ça me fait chier les taxes. Parce que moi, ils me taxent avant mon coût de la vie. Fait que prends-les le 40% de mon salaire après mon loyer, après mon char, après ma bouffe. Tu vas voir qu'il te reste 16$. Tu vas avoir 40% de 16$. Mais pour c'est payer. aussi. Fait que les comparations, je vais pas te couper, mais les corporations, puis moi, j'en ai eu une corporation. Puis moi, j'en revenais pas. Moi, je suis assis devant un fiscaliste. À un moment donné, je comprends rien là-dedans. Moi, je vends du rêve, mais ça, je vends en tabarnak. OK, fait que j'en fais de l'argent. Fait que là, j'ai peur, je fais trop d'argent. Faut que j'aille parler à quelqu'un qui sait comment gérer de l'argent. Je parle à un fiscaliste, puis il me dit, tu vas payer 9% sur ton premier 250 000. Moi, je suis comme, tabarnak, OK? Faut que je mette ça de côté. Cette année, je fais 300. Il dit, non. De profit. J'ai attends une minute, là. Ça enlève mon salaire, mes pigistes, mes loyers, mes voyages, moi j'avais une caméra là-bas, c'est 9% de ce qui me reste, oui. Ben tabarnak, il va me rester 10 000. Il va payer 9% de 10 000 piastres. Puis après ça, les corporations chialent qui payent trop de taxes. Puis le même asti de monde, les casquettes de Make America Great Again des 50, ils parlent de fucking Franklin Delano Roosevelt qui taxait les corporations 90% le profit parce que ça garantissait que les corporations dépensaient de l'argent dans la communauté. Fait que moi, je fais 250 000 piastres de profit puis j'ai eu le gouvernement, sure. Mais faut que je dépense cet argent-là pour pas payer 90% de mon 250 000. Fait que guess what, coconut? Je grossis mon garage, j'augmente les salaires, sais-tu quoi? Je bâtis un parc parce que je veux pas payer l'État à la place. Je bâtis un parc parce que mon usine, elle est. On a plus ça. C'est rendu 9%. C'est pas assez. Ben, c'est tabarnak! Faut forcer les corporations à dépenser leur argent dans nos communautés. Puis c'est ça que je dis. Les corporations sont venues là pour aider l'État. Ils sont devenus maintenant l'État. Mais ils se partent des fondations aussi. Puis après, ils se partent des fondations pour laver cet argent-là. Puis il reste quoi, comme tu disais, 8% de l'argent qui tombe dans les poches du vrai problème. Moins que ça. Là. Je pense qu'ils ont une obligation de 3,7% ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est crazy. Fait que, oui, on se fait fourrer, guys. Si t'es un travailleur, là, tu te fais fourrer. Puis si t'es un entrepreneur de PME, là. Puis c'est ton rêve de vendre de la crème, de vendre you're gonna get fucked too. Puis c'est pas juste ça non plus, là, même en humour, mettons, là. Moi, là, l'humour, là, moi, en faire de l'humour, là, mais vendre des billets à cette heure, bonne chance. C'est tough. Bonne chance. Puis mon rêve, c'est faire du stand-up, j'en fais tout le temps, il y a des soirées, tout ça, puis c'est le fun, là. Mais le rêve de partir en tournée, vendre des billets, forget it, it's over. That dream is over. Les gens ont de la misère à payer. Tu sais, ce qui est fou, c'est que moi, je dirais, genre, en bas de 60 000, tu payes pas d'impôts. Laissez ça aux autres. Je veux dire, c'est pas normal que j'ai fait en bas de 32 000 l'année passée, puis que je dois 8 000 quand je fais mes impôts. C'est complètement fou. J'ai même pas assez pour payer mon loyer, j'ai même pas assez pour payer ma bouffe. Puis tu sais, certains diront que c'est une question de choix. Fine. Puis tu sais, la qualité de vie que t'as quand t'es pigiste, c'est vraiment bonifié, c'est amélioré, c'est sûr. Mais personne devrait avoir à payer de l'impôt autant que les riches quand on fait en bas de 50 000. C'est complètement fou, tu sais. Là, c'est parce que, là, c'est ça que tu viens de dire là, je suis d'accord. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'ai des chums qui font du 150 puis du 200. Mais quand tu fais 200 000, tu as une différente maison. C'est plus rien, Mais t'as 3 bad luck d'être dans la rue pareil, là. Fait, we all have the cost of living. Qui est fou. Fait comme, on dirait que je suis comme, la révolution, c'est pour tout le monde, là. Le père de ma fille fait en haut de 100 000, puis il struggle, là. C'est pas... c'est plus une affaire de genre... Non. Mais je veux juste rappeler que comme les gens qui font en bas de 30 000 payent quand même de l'impôt, which is insane. Oui. Je veux dire, on est dû pour une réforme de ce côté-là grave, là. Puis pas juste non plus, vu qu'ils taxent le salaire... Moi, je peux comprendre un entrepreneur de ne pas vouloir se donner un gros salaire puis de penser de faire dans la compagnie parce que je paye 9% d'impôts. Là. Moi, je serais d'accord de dire non, c'est 90% d'impôts au niveau des profits. Fait que dépense ton argent. Mais ton salaire de CEO, c'est une dépense. Fait que tu vas payer moins. Mais c'est sûr que tu ne vas pas te transférer 200 000 dans tes poches, c'est pas payer 60% non plus. C'est vrai. Pourquoi c'est pas les grandes corporations qui font ça? Et de deux, on ira sur Patreon de parler de ça, là, mais nos ressources... Nationaliser nos ressources, nous autres, il est trop tard, on peut plus le faire. Là. La seule raison qu'on est venu à bout de nationaliser l'Hydro-Québec, là, c'est parce que c'était à bâtir.
Il y en avait déjà, mais c'était à bâtir. Moi, aujourd'hui, là, je t'ai élu là, empereur du Québec le vendredi, puis le samedi, je dis, je veux nationaliser mes ressources pour bâtir un sovereign fund, un vrai, pas comme celle de Carney, là, un vrai sovereign fund. Puis après ça va payer les infrastructures, puis le betterment of society, puis les taxes paieront pour le roulement. Fait que tabarnak, on vient de changer la patente, mais je t'ai lu le vendredi, je fais ça le samedi, puis je t'ai assassiné le dimanche. Après ça, il y a comme une junta militaire pro-Trump qui vient de prendre le pouvoir. On peut plus le faire tellement qu'ils sont contre ça. Puis dans les dossiers d'Epstein, là, ça a l'air niaiseux, là, mais toute l'affaire de identitaire, là, ça vient de là, de 4chan, tout ça, de diviser à gauche, de pas parler de Klaus, ainsi de suite. La seule affaire qu'ils ont peur, c'est Epsteinian class-là, c'est le socialisme puis le socialisme. C'est la seule affaire qu'ils ont peur de. Ils ont peur qu'on se mette ensemble, qu'on dise l'État c'est nous, puis on veut un État responsable. Parle-moi pas d'immigrants, parle-moi pas de trans, parle-moi d'argent. Parle-moi d'argent. Et où notre fucking argent? Puis quelqu'un de droite, moi je sens comme un gars, moi je sens comme Radio X en ce moment. Mais qu'est-ce que je catch? Mais c'est ça le message de la gauche devrait avoir. On a le même message que la droite. D'une manière par rapport aux taxes, par l'argent. On est si près, mais si loin sur tellement de choses. Exact. Parce qu'ils se concentrent sur l'identité. Puis de toute façon, nous, on a fait l'erreur à gauche de faire ça aussi. Tandis que comme le racisme dans les 60-70, quand t'étais de gauche, on ridiculisait ce monde-là. It was funny. Pete Seeger, tout ce monde, il y a des tunes qui rient. C'était peut-être pas nécessairement la meilleure approche, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je parle, on trouvait niaiseux d'être raciste. Oui, c'était pas... Puis nous, on n'en a pas fait un enjeu politique, mais c'est vrai, faut se rallier sur les conditions matérielles puis la lutte des classes. Je le martellerai jamais assez, puis c'est à ça qu'on travaille avec Phil. C'était comme tous les jours. Sur Patreon, parce que j'ai peur de faire ça public, je vais parler de féminisme aussi. Yes. Mais j'ai trop peur de faire ça ici, donc on va faire ça sur Patreon. Correct. Tu mettras l'extrait. Oui, c'est ça. Marie-Hélène, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Allez voir son podcast, allez lire le Rover. Allez voir mon podcast, puis allez écouter mes articles de Rover. Non, c'est le contraire. OK, bye. Bye. Merci d'avoir écouté le Max Richard Show. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ou encore mieux, de joindre l'organisation non criminelle qui est mon Patreon. C'est un peu comme les scouts, sauf que tous les membres, on est sûrement sur une liste de Palantir ou du Mossad. Anyways. Si vous me trouvez mort avec 4 balles dans le chest puis ma tête entre les deux jambes d'une toilette publique, je ne me suis pas suicidé.